La prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida se pose avec acuité en République démocratique du Congo. Si pour les adultes, c'est un véritable casse-tête, pour les enfants, c'est vraiment un problème très délicat. Des initiatives privées ont été prises ça et là pour pouvoir soulager justement les enfants qui vivent avec les VIH-Sida, parmi lesquels la main sur les cœurs. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous recevons un échantillon de ces femmes qui ont choisi de se donner pour pouvoir justement prendre soin des enfants orphelins vivant avec le VIH-Sida. Je reçois pour vous madame Dani Nyembwe. Elle est présidente de la Main sur les cœurs. À côté d'elle, nous avons madame Moudiaï Micheline qui est vice-présidente de cette ASBL. Bienvenue à vous, mesdames. Merci, madame Feza. Bienvenue également à vous, mesdames, messieurs. Merci aussi de votre fidélité à ce programme hebdomadaire dédié à la femme. Et aujourd'hui, nous parlons des enfants, mais bien sûr des femmes, parce que c'est elles qui ont pris l'initiative de pouvoir justement prendre en charge ces enfants vivant avec le VIH-Sida. Je vais commencer par vous, madame Dani Nyembwe. Combien de bras porte la main de votre cœur pour que vous puissiez prendre en charge autant d'enfants? Merci beaucoup, madame Feza. Merci à Biwan. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à Biwan pour faire des émissions par rapport à notre association. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on passe dans l'émission Femmes et on vous en remercie. Combien de bras nous avons? Énormément. Hein, on peut même pas les compter parce que je crois que il y a la passion, il y a l'empathie, il y a la compassion. Je crois que les trois choses ensemble font que s'il n'y a pas autant d'amour, on ne peut pas faire les choses. On ne regarde pas à l'argent, mais on regarde d'abord à ses enfants. Lorsque nous avons commencé l'association ici à Kinshasa, personne ne parlait des orphelins vivant avec le VIH. Personne, je dis bien personne. On parlait des enfants vulnérables. Personne ne savait qu'il y avait une journée mondiale dédiée aux orphelins du sida. Quand on dit orphelins du sida, ceux qui sont infectés comme ceux qui sont affectés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel problème. Il y avait vraiment une fossé entre ce que les enfants vivaient et ce que, entre guillemets, les politiques disaient. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait un grand problème au niveau de la prise en charge, c'est-à-dire le suivi des enfants, le traitement, l'accompagnement. Et on s'est rendu compte, en parlant avec les orphelins eux-mêmes, parce qu'on va comme dans les hôpitaux, nous n'avons pas d'orphelinat parce que ce n'est pas le but de notre association. Le but était vraiment d'aller à la source, aller au chevet de l'enfant, lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a les traitements que tu ne veux pas prendre? Parce qu'on en a perdu quand même beaucoup depuis 2 ans. Il y a ceux qui meurent simplement parce qu'ils développent des maladies opportunistes ou bien parce qu'ils ont eu un virus qui est devenu encore plus grave, parce qu'il y a beaucoup de ruptures. Et on s'est rendu compte que si on s'arrêtait à organiser des soirées de gala, les gens n'allaient pas comprendre finalement la lutte elle-même. Et comme vous l'avez dit, on voit souvent que les parents, quand on parle du VIH, on voit le 1er décembre, qui est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Avec les adultes. Avec les adultes. Mais les adultes eux-mêmes, parfois, c'est les parents aussi qui sont concernés, qui ont honte de parler que les enfants sont contaminés. Mais ces parents, lorsqu'ils meurent, ils ne laissent pas un seul orphelin, ils en laissent plusieurs. Nous sommes africains. C'est rare de trouver dans une famille des parents qui ont un seul enfant. Donc on en a 2, on en a 5, on en a 10. Et ça pose réellement problème. Dans le monde, on nous dit qu'il y a plus de 15 millions d'orphelins du VIH. Et dans ces plus de 15 millions, la grande partie se trouve en Afrique subsaharienne. Et la RDC fait partie... Plus de 20 000 en RDC, des statistiques 300 000. Plus de 300 000. Et puis ces statistiques dont on parle aujourd'hui, on n'a pas de chiffres réels. Parce qu'on n'a pas une base de données dans le pays qui est fiable, qui peut réellement nous dire que ce sont que des estimations. Et là, on n'a pas fait tout le Congo. Vous imaginez qu'il y a des coins de la République où il n'y a même pas de traitement, où les enfants sont en train de mourir. Et on va parler de la sorcellerie, on va parler de la diarrhée, on va parler de tout, sauf du VIH, parce qu'ils ne savent même pas. On va parler de tout sauf de la réalité. Mais même ici à Kinshasa, on a appris qu'il y a des endroits ici où il n'y a pas de médicaments. Mais nous avons été dans des coins reculés de la République où il fallait laisser la voiture et marcher des kilomètres pour arriver dans un centre de santé
où les intrants sont carrément périmés. Donc la main sur les cœurs, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout à fait. On va y revenir. Je donne quand même la parole à Madame Micheline Moudiaye. Vous êtes vice-présidente. Oui. Tout de suite, on a envie, Madame Dani a essayé de revenir sur l'historique de manière un peu superficielle. Qu'est-ce qui vous a poussé à toucher ce secteur qui est sensible, mais aussi un secteur qui n'intéresse pas beaucoup? Merci pour la question, Madame Feza. Comme a dit ma présidente, au départ, on n'était vraiment pas dans cet objectif-là. Mais il se fait qu'en allant voir les enfants à l'hôpital, on a vu beaucoup de cas qui nous ont révoltés et qui ont fait qu'on puisse se retrouver entre mamans. Au départ, on était à 8 mamans, de décider de faire quelque chose pour ces enfants. Et on a commencé d'abord à penser à une soirée de gala, faire un appel de fonds pour les aider. Mais on a des coachs, des papas de cœur, de la main sur le cœur, qui nous ont conseillé de ne pas faire que la soirée de gala, plutôt d'en faire une ASBEL et de pouvoir poursuivre et continuer en fait à faire l'aide à tous ces enfants-là. Et ça fait combien de temps cette mutation de soirée de gala en ASBEL? Je vous assure que c'était en 2 semaines, même pas. En 1 semaine, on a décidé... Après la soirée de gala, vous avez Non, décidé... juste avant, quand on a décidé de faire la soirée de gala, on nous a conseillé de faire plutôt une ASBEL. Et on a démarré les démarches directement. Et pendant la soirée de gala, on était déjà à mi-chemin de toutes les paperasses qu'il fallait. Et on a fait un fonds qui était quand même consistant, qui nous a permis de vraiment réfectionner l'hôpital de Kalembe-Lembe, la pédiatrie, les unités infectieuses, où on a dû même construire, rajouter un bâtiment. Et on voit plus des femmes dans votre association, c'est pas une forme de discrimination, ça? Non, je dirais on voit plus les femmes parce que les hommes sont des héros dans l'ombre. Okay. Mais on en a beaucoup des héros dans l'ombre. Okay. Il y a des hommes aussi, mais au départ, comme c'était 8 femmes, on a décidé de garder ça comme ça. D'accord. Dans cette lutte justement de la prise en charge, vous pouvez bien prendre en charge les enfants, mais il y a quand même ce rejet, la discrimination au sein de la société. Comment vous faites, Madame Niemboué, pour pouvoir non seulement vous donner un traitement, vous donner ce qu'il faut, mais quand l'enfant n'est pas dans un environnement adéquat, ça recule un peu votre action, n'est-ce pas? Ça recule énormément. Parce que tout commence d'abord au sein de la famille. Lorsque les parents meurent et que les tantes, les oncles, les grands-parents sont au courant que leur sœur ou leur frère est mort du VIH, comme il n'y a pas suffisamment de bonnes informations, ça pose réellement des problèmes. On a eu des enfants qui nous ont fait des témoignages, qui ont été rejetés par leurs propres grands-parents, par leurs propres frères et sœurs, lorsqu'ils ont su que leur maman et leur papa étaient morts du VIH. Et ça, c'est un réel problème. Donc, on a échoué, au fait, à un moment donné, au niveau de la sensibilisation. Donc, il faut refaire une bonne sensibilisation pour qu'on puisse donner une bonne information. Parce que la mauvaise information tue. Parce qu'il faut c'est ça le réel problème au niveau des contaminations. Donc, quand on n'a pas la bonne information, ça diminue finalement dans la lutte. Ça diminue réellement l'accès même à la bonne information. Et si déjà, chez les grands, c'est quand même un grand problème. C'est un grand problème. Donc, chez les enfants, c'est encore pire. Non, c'est encore pire, même entre eux. Hein. Il y a aussi de l'autodiscrimination. Donc, il y a des enfants qui refusent de jouer parce qu'ils sont au courant de la maladie. Il y a des familles qui refusent d'accueillir les amis de leurs enfants qui sont concernés. Alors, il faut qu'on reprenne. Ils ont tort. Oui. Parce que la contamination, ce n'est pas parce qu'on s'est salué, ce n'est pas parce qu'on dort dans le même lit, c'est pas parce qu'on partage les mêmes assiettes et les mêmes verres. Et s'il est arrivé qu'en jouant, un enfant se blesse et qu'il y a un contact de sang, il faut juste donner une bonne éducation thérapeutique. Donc, pouvoir bien informer les gens que, voilà, il faut faire attention, mais ça ne veut pas dire qu'il faut discriminer. Faire attention n'est pas la discrimination. Je crois que le plus grand problème que nous avons, c'est au niveau de la bonne information et qu'on ne doit pas attendre la journée mondiale de la lutte contre le sida pour parler du VIH. En parler dans nos familles, en parler dans les écoles, en parler dans les institutions. Je crois que c'est important. Il y a des choses qu'on a déjà fait au niveau du pays, mais il faut encore continuer. Et le pays ne s'arrête pas qu'à Kinshasa. Non, c'est partout. C'est partout qu'il faut vraiment sensibiliser, parler de ce qui se passe au niveau des enfants, parce que c'est un grand problème. Ces enfants, ils ont droit à la vie.
Ils ont droit à un avenir. Donc, on ne doit pas dire parce qu'ils sont séropositifs qu'on ne doit pas s'en occuper. Parce qu'être séropositif ne veut pas dire qu'on a le sida. C'est ça aussi la différence. Okay. On doit pouvoir expliquer que c'est un virus du VIH qui le porte. Ils sont juste porteurs du virus, mais ils n'ont pas le sida. Atteindre le stade sida, c'est-à-dire qu'on a échoué la thérapie et que maintenant on va développer une maladie liée au sida. Ça peut être un cancer, ça peut être la grippe, ça peut être une infection opportuniste qui s'est présentée, ça peut être la diarrhée. Ça ne veut pas dire qu'on meurt du virus du VIH, une tuberculose. Donc voilà, je crois que c'est les informations que les médecins doivent mettre à la disposition de la population pour qu'ils puissent aussi savoir comment se comporter vis-à-vis d'une personne. Vous travaillez aussi donc dans la sensibilisation? On travaille dans la sensibilisation et dans la prévention aussi. Ok. Et justement, puisqu'on parle de ces enfants orphelins du VIH-Sida, avec les dispositifs qui ont été mis en place à travers le monde, je parle des dispositifs médicaux, ça veut dire que on aurait moins d'enfants infectés aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est le contraire en RDC. Qu'est-ce qui se passe? Les mamans n'ont pas d'informations ou on a l'impression que les chiffres sont en train d'augmenter, alors que dans le monde, quand une femme est enceinte, par exemple, elle sait comment s'y prendre. C'est le problème de l'accès au traitement. Vous voyez, on a ce problème pas simplement en RDC, mais un peu partout en Afrique, où on ne commande pas suffisamment de médicaments. Donc, parce qu'on n'a pas une bonne base de données. Et puis aussi le problème de flux migratoire. Les gens se déplacent, il y a l'exode rural. Les gens se déplacent d'une province à l'autre. Et quand ils arrivent parfois, ils se disent, peut-être qu'on s'était trompé dans le diagnostic qu'on m'avait donné quand j'étais au Katanga ou quand j'étais dans le Bas-Congo. J'arrive à Kinshasa, le temps de reprendre les médicaments, ça pose problème. Donc, et puis la deuxième chose, les femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes, ce n'est pas obligatoire de faire le test du VIH comme à l'époque des années 90. Dans les années 90, c'était obligatoire ici. Pourquoi vous ne militez pas? Parce que justement, c'est dans votre axe. Pourquoi vous ne militez pas pour que ça soit obligatoire? C'est ce que nous sommes en train de faire et on essaie de voir avec les gynécologues, de parler au fait. D'abord, il faut que le gouvernement puisse, c'est pas à nous de décider non plus. Hein. Donc il y a les lois aussi dans le pays. Il faut voir d'abord avec les décideurs eux-mêmes au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est important. Et hier, on parlait de cette histoire, on prend en charge les femmes enceintes, mais une fois qu'ils accouchent, il n'y a pas un encadrement. Il n'y a pas de suivi, oui. Il n'y a pas de suivi. Donc certainement que l'enfant est né bien portant sans avoir le virus du VIH, mais après on allait. Mais si cette femme a un virus qui n'était pas indétectable, qui était très fort dans son sang, quand il va allaiter, il va contaminer son enfant. Vous voyez qu'il faut continuer à faire la sensibilisation auprès de ces femmes-là pour qu'il y ait moins des enfants vivant avec le VIH. Et aussi qu'il y ait moins des orphelins. Nous avons les orphelins parce que les parents meurent. Ils meurent du sida parce que nous avons beaucoup de ruptures de médicaments dans le pays. Et on développe un virus résistant et ça pose un grand problème. C'est des choses qu'il faut vraiment discuter avec le gouvernement, voir comment on peut arriver à notre étape pour éviter les contaminations et les décès. Madame, vous voulez compléter J'aimerais revenir sur votre question oui. de mélanger les enfants pour jouer et partager et si des moments. Se blesse, tout ça. Non, je vais vous parler d'une anecdote. En faisant nos réflexions des hôpitaux, on a décidé de créer des classes pour les enfants hospitalisés, où ils ont la télé avec des dessins animés, ils ont des coloriages, il y a une bibliothèque parce qu'on a reçu un don des livres de la Belgique pour enfants, et il y a une monitrice qui est là pour les suivre. Alors qu'est-ce qui se passe? Au départ, on l'a fait, pourquoi? Parce que ces enfants étaient discriminés, rejetés un peu par rapport à la société. Mais en faisant les classes, les autres enfants qui ne sont pas atteints du virus viennent dans les classes. Donc, ça veut dire quelque part qu'ils peuvent se mettre ensemble. Et on ne les a pas rejetés, on les a acceptés. Donc là, on s'occupe de tous les enfants hospitalisés, peu importe la maladie, on les accepte dans les classes. Donc, à l'extérieur, ça peut se faire aussi. C'est dans la tête, voilà. Donc c'est possible. Une question des curiosités. D'où vous tirez les financements? Avec tout ce que vous dites, sur toute l'étendue de la RDC, la prise en charge et la prévention, ce n'est pas moindre affaire. Vous serez surprise, on fait nos soirées de gala, on fait des appels de fonds. Quand on a terminé notre soirée de gala, pendant le chantier, pendant les travaux, on fait du direct sur les réseaux sociaux. Et je vous promets que ça fonctionne. Parce que ça touche les gens de voir l'évolution des travaux. Et alors là, en ce moment-là, on nous contacte et il y a toujours quelqu'un qui est là pour verser un montant. On arrive à terminer nos chantiers. On reproche toujours justement aux ASBL, aux ONG de récolter de l'argent et de ne pas mettre cet argent-là dans les secteurs voulus ou l'objectif pour lesquels vous avez eu à récolter les fonds. Ce n'est pas le cas de la main sur le cœur fait l'exception. Parce que
on montre l'évolution des travaux, on garde tout le monde au contact, on montre l'évolution des travaux, la finition. Et même aujourd'hui, vous pouvez aller dans nos hôpitaux, on a réfectionné Kalembelembe et l'hôpital général de Kitambo. Vous verrez qu'on continue à suivre l'entretien des bâtiments qu'on a réfectionnés, justement pour les garder propres et convenables. Comment vous faites, Madame Nyembwe, pour répertorier justement ces enfants qui sont atteints du VIH? On travaille directement avec les hôpitaux parce qu'on ne peut pas savoir comme ça, aller dans la rue ou dans les écoles, chercher. Le plus facile, c'est de travailler directement avec les hôpitaux qui ont l'habitude de prendre en charge les enfants et les parents. Et c'est grâce aux médecins que nous avons ce fameux travail magnifique qu'on fait directement, et aussi les enfants eux-mêmes. Parce qu'il y a des enfants qui sont déjà adultes, ils sont adolescents, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, mais qui sont encore suivis en pédiatrie parce qu'ici, on n'a pas encore fait le pont entre la pédiatrie et aller chez les adultes. Oui, oui. Et ces enfants, la majorité sont des pères éducateurs aujourd'hui. Et grâce à eux, on rencontre d'autres enfants aussi. On en a formé déjà une centaine. Et ça nous permet d'être vraiment... c'est réellement un réseau avec les enfants eux-mêmes. Et ça nous permet de faire un magnifique suivi, de discuter avec eux et de toujours savoir ce qui se passe. C'est comme ça qu'on est au courant. Lorsqu'on leur donne des médicaments périmés, on lève les voix contre les médicaments périmés, on passe sur les chaînes de télévision et de radio pour en parler, pour dire que ce n'est pas normal. Parce que les enfants nous appellent pour dire, bon voilà. Comment ça se passe? On envoie des médicaments périmés ici, en RDC? Non, je crois que les antirétroviraux? Non, je crois qu'on n'envoie pas le médicament périmé, mais je crois qu'au niveau de la commande, lorsqu'il commande, je crois qu'il y a un goulot d'étranglement quelque part. Okay. Soit ça traîne pour arriver, soit quand ça arrive, ça traîne dans les entrepôts, ce qui n'est pas normal, parce que j'en ai discuté avec des entreprises qui s'occupent des livraisons de médicaments, et soit c'est au niveau de la distribution dans le pays. Donc, ce qui fait que le temps que ça arrive dans un centre de santé reculé et qu'il y a trop de paperasse, je crois qu'il faudrait à un moment donné... La procédure est lourde. Elle est très lourde. Elle est très lourde et nous avons carrément mis en place une application c'est une solution en fait qu'on a apportée. Vous avez innové justement, on allait en parler tout à l'heure. On a innové parce que c'était important. Il ne suffit pas simplement de critiquer quelque chose, mais il faut apporter à côté aussi une solution. Et je crois que c'est ce que nous avons fait au niveau de l'association, apporter une solution numérique pour voir comment on peut aider à la traçabilité des médicaments quand ça arrive, au niveau des hôpitaux et au niveau des patients eux-mêmes. Lorsque le patient reçoit son médicament, il appuie sur un bouton pour dire que j'ai reçu. Donc on a des ordonnances virtuelles. On a un suivi carrément magnifique. En termes de confidentialité, vous avez tenu compte de tout ça? Parce que chaque étape est sécurisée. Okay. Chaque étape est sécurisée. Nous avons travaillé avec une des mamans de l'association qui est dans la nouvelle technologie de l'informatique. Donc tout ce qui est sécurisation des données et tout ça, c'est leur travail. Donc on a fait un très bon travail et on a commencé avec deux hôpitaux de la place, Kalembelembe et l'hôpital de Cabinda. Et c'est les deux hôpitaux projet pilote que nous avons déjà installé le matériel. L'application s'appelle Landela, c'est Landela. ça? Landela. Oui. Et vous l'avez déjà lancé? Comment ça va se passer? Vous lancez dans les jours à venir ou le 7 mai, on va profiter de la conférence pour lancer officiellement. Mais on avait déjà mis le projet pilote parce qu'il fallait commencer. Ça fait quand même 1 an et demi qu'on a travaillé dessus. Et on l'a présenté. Il fallait trouver d'abord le financement pour le projet pilote. On n'a pas pu trouver au niveau du gouvernement, ni au niveau des programmes du pays, mais grâce à un de nos partenaires. Le problème, hein. Oui, mais voilà. Alors on a trouvé le financement au niveau du PNUD, qui nous a financé pour pouvoir faire le projet pilote. Et nous sommes fiers de ce produit qui aujourd'hui porte ses fruits. Et les enfants qui bénéficient déjà sont très contents parce que quand tu arrives aujourd'hui à Kalembelembe, donc tu t'inscris à la réception, tu as directement un code QR, une petite carte qu'on donne aux patients et aussi l'empreinte digitale. Donc on a l'identifiant unique aujourd'hui grâce à cette application qui fait qu'on n'aura plus de doublons. Ça va nous permettre d'avoir réellement des bons chiffres, des vraies statistiques. Et des vraies statistiques, oui, à tous les niveaux. Et ça va aussi aider au niveau de la traçabilité des soins. Parce que souvent, les patients aussi ils disent que j'ai eu mon médicament, bien je n'ai pas eu. Là, on peut voir si réellement tu as répondu à tes rendez-vous chez les médecins. Et on sait quel médecin avait reçu le patient, à quel moment, parce qu'il y a les heures qui sont écrites et les dates. Et puis, chaque infirmier a son identifiant pour rentrer dans le système.
Et qui gère le système? C'est toujours l'ASBEL ou Pour le moment, c'est encore nous parce qu'on est au niveau du projet pilote, mais c'est le pays qui va porter le projet à haut niveau, parce qu'il faut faire les déploiements c'est après. un grand projet? Dans les provinces. C'est un grand projet. C'est un grand projet. Mais il fallait qu'on commence. Et en Afrique, nous sommes les seuls. Parce qu'on a vérifié partout, il n'y a pas une application telle que nous l'avons mise en place, parce qu'au moins, ça facilite la tâche. Les dossiers médicaux des enfants seront numérisés et il n'a plus besoin de venir, s'il n'a pas le temps de venir à l'hôpital, il peut envoyer ses grands-parents ou sa tante avec la carte. Si lui-même il est là, qu'il a oublié la carte, juste son empreinte et tout le système. Ça part de l'accueil jusqu'à la pharmacie. Donc ils n'ont plus de papier en main, mais tout est informatisé. Alors qu'en République démocratique du Congo, l'on a beaucoup de difficultés justement à l'accès aux technologies de l'information et de la communication. N'avez-vous pas peur qu'il y ait quelque part une contradiction entre les résultats que vous attendez et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? C'est ce qu'on croyait au fait au départ, mais aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup d'avancées dans la nouvelle technologie de l'informatique. Il y a beaucoup de choses qui se passent au pays, mais c'est vrai qu'on n'en parle tout le monde pas. n'a pas de téléphone. Mais on va essayer de faire. On a même fait. On est au fait sur le web. Et localement. Parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à faire localement, de sorte que là où les personnes sont analphabètes, il suffit qu'ils enregistrent au fait le message. Donc, on a essayé de voir toutes les situations parce qu'on ne va pas se limiter à Kinshasa où c'est les personnes qui connaissent comment ils peuvent utiliser un téléphone. Mais puis, on va mettre le système solaire pour les endroits où il n'y aura pas du tout d'accès Internet, qu'on puisse utiliser le circuit interne. À un certain moment, on parlait des ruptures des stocks avec les antirétroviraux. Est-ce que vous vous impliquez quand il y a ces genres de problèmes entre les gens qui livrent et le pays? Parce que c'est quand même une question qui concerne le gouvernement. Quel est votre rôle en ce moment précis? Mais c'est comme ça qu'on va directement toucher le ministre de la Santé. On fait beaucoup de plaidoyer à ce niveau-là pour dire qu'il faut peut-être revoir au niveau des contrats commerciaux. Parce que qui commande les médicaments pour la RDC? Il y a des ONG ici, il y a des partenaires, mais le jour qu'il y aura plus ces partenaires-là... Est-ce que l'accès est gratuit ou il faut donner un montant? Normalement, c'est gratuit, mais on a des patients qui nous disent aussi qu'il y a certains coins où on leur demande de l'argent et ils ont peur même de nous dire c'est où. Mais on le saura parce que nous, on fait beaucoup d'enquêtes. On est beaucoup, un peu partout. On a nos jeunes qui vont dans tous les coins. Et on n'est pas qu'à Kinshasa. À l'intérieur aussi, on a trouvé un grand problème de médicaments périmés, des conteneurs et des conteneurs qui ont été brûlés lorsque on avait fait une émission à une des radios locales ici. Et ça avait posé des problèmes. Il y a des émissions qui sont passées et les gens ont commencé à se défendre eux-mêmes parce qu'ils avaient peur qu'on puisse dire c'était quel médecin, c'est quel organisme qui s'occupe de ça. Au moins, vous aviez sauvé des vies. On a sauvé des vies et c'est le plus important pour nous. Et on espère qu'on aura l'appui cette fois-ci un peu plus et que les gens vont réellement s'impliquer parce que cette lutte n'est pas que pour la main sur le cœur, mais nous sommes tous concernés de loin comme de près. Hormis le pneu de Mme Micheline Ndiaye, je ne sais pas si la question va vous mettre à l'aise, mais on a vu quand même, on vous suit de près à travers les réseaux sociaux, on a vu que la première dame a bien accueilli le projet Landela. Est-ce que c'est le cas? Oui, elle a bien accueilli le projet, mais il y a une petite précision que je vais donner à tout le monde. C'est que la première dame faisait déjà partie de la main sur le cœur, bien avant d'être première dame. Parce qu'en Belgique, elle a toujours participé au dîner d'appel de fonds que Mme Dany organise. Donc ce n'était qu'une continuité. Oui, c'est une continuité parce qu'elle a toujours aidé ses orphelins, elle a toujours cotisé et Dieu a fait qu'aujourd'hui, elle soit la première dame. À combien plus forte raison qu'elle ne vous lâche pas? Espérons. Elle a promis aux orphelins de ne pas les lâcher, de les aider, de les conduire et trouver des solutions à tous les problèmes qu'on a dans le pays actuellement. Il vous est arrivé à un certain moment, est-ce que de vous dire, mais là, on a échoué, d'avoir des cas que vous suivez? Oui. Quel est le sentiment que vous avez en ce moment-là? On pleure lorsqu'on voit un enfant qui meurt parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Lorsqu'on a une petite fille de cette année, elle va avoir 14 ans, qui a fait un AVC parce qu'on avait donné trop de médicaments par rapport à son âge et que... la famille avait même peur de porter plainte. Lorsqu'on voit que parfois on frappe aux portes et que les gens ne réagissent pas parce qu'ils se disent c'est pas intéressant, c'est quoi encore ces histoires. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui tout le monde commence à parler orphelins vivant avec le VIH et que ça devient un business, ça fait peur et c'est triste en même temps. On dit on est là pour aider,
on est là pour accompagner. Il faut que les politiques puissent s'engager, qu'il y ait réellement un budget pour le VIH-Sida et qu'on ne le laisse pas au fait à part. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui vient au pays pour le VIH, la tuberculose et la malaria, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Ça va où cet argent? Et lorsqu'on voit qu'il y a des coins reculés... Mais il y a tout un programme national. Il y a tout un programme, il y a un programme national. Et, vous travaillez en partenariat? On travaille avec le PNMLS, on travaille avec le PNLS, avec l'ONU-SIDA, avec Elisabeth Kleiser maintenant, depuis cette année, la fondation Elisabeth Kleiser qui s'occupe spécialement des enfants vivant avec le VIH. Pour nous c'est important l'implication de tous, mais on pleure souvent parce qu'on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé au niveau où le pays a réellement tous les traitements et qu'il ne manque plus de traitements. Lorsqu'un enfant t'appelle le matin pour dire « Maman, moi, je n'ai plus de médicaments », ou que tu vois une adulte qui vient pleurer pendant une formation pour dire « Moi, je n'ai pas envie de mourir, je ne veux pas mourir, mais je n'ai plus de traitement depuis 1 mois », et qui va dans un centre, on lui dit « Toi, tu n'es pas inscrit ici, tu n'es pas dans notre cohorte, il faut aller voir ailleurs. » Mais nous, on n'a pas de traitement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous sommes des porte-voix. Donc, c'est de passer dans des émissions, c'est d'en parler, c'est de parler, de ne pas s'arrêter de parler, de continuer à donner de notre voix pour dire il faut que ça s'arrête. La plus grande difficulté que vous rencontrez, c'est laquelle, selon vous, Madame Micheline? La même question sera posée à Madame Nyimbwe. Le suivi des traitements pour les enfants, c'est une catastrophe. Beaucoup ne savent pas faire le suivi parce qu'ils ont le manque de médicaments. Qui doit faire les suivis? À un certain moment, ce sont des orphelins qui sont abandonnés à leur propre sort. Justement, vous devriez travailler avec des ONG en relais, par exemple. Bon, les orphelins, ce n'est pas vraiment leur problème parce qu'eux, quand ils se présentent, il n'y a pas les médicaments, en fait. Au départ, c'est ça. C'est le manque de stock ou encore que le stock soit expiré. C'est ça le gros problème. Donc, c'est la distribution qui devrait plutôt débloquer, en fait. Parce que les produits n'arrivent pas à expirer. Les produits traînent dans le pays et finissent par expirer. C'est le plus gros problème actuellement qu'il y a. Si on arrive à désengorger ce problème-là, je pense que les enfants seront servis. Madame. Oui, mais vraiment, c'est difficile. Hein? C'est difficile quand on va dans un centre de santé. On dit que ça fait 2 ans qu'on n'a plus reçu les médicaments. Donc, depuis 2 ans, il y a le centre, par exemple, là je parle que de la ville-province de Kinshasa. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Qui ne reçoivent pas il y a le centre qui dépend du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Okay. Maluku 1, Maluku 2 et Ngeri. Ces 3 centres, depuis 2 ans, n'ont pas reçu des intrants. Non, mais comment les gens qui sont inscrits dans leur centre font pour s'approvisionner? Donc, comme ils n'ont pas de médicaments, parfois ils vont dans d'autres centres ou dans d'autres ONG, on leur sert et encore, comme ils ne sont pas inscrits dans ce centre-là, ça pose problème. C'est pour ça qu'on a beaucoup de décès. Donc, parce que le pays est divisé. Il y a un coin où c'est Elisabeth Kleiser, il y a un coin c'est le Fonds mondial, et puis parce qu'il y a au moins 33 centres de santé, zones de santé au niveau de la RDC, de Kinshasa plutôt. Mais imaginez-vous que les centres de santé du PEPFAR ou d'Elisabeth Kleiser ou de Fonds mondial sont servis, mais ceux du gouvernement congolais, ce n'est pas servi. Il n'y a pas de budget pour ça. Normalement, il y a. Normalement, il y a le budget. Parce qu'au niveau du gouvernorat provincial, il y a un budget pour le VIH qui a été donné. Donc, ce sont les difficultés que on rencontre ces difficultés-là déjà pour rencontrer le gouverneur de la ville-province. Ça a été la croix et la bannière. On espère qu'avec le nouveau gouverneur, il va nous recevoir et on va essayer de voir comment on peut trouver des solutions par rapport à les villes s'engagent. Un programme que l'ONU-SIDA avait mis en place. Et nous sommes même partis en mission. C'était gênant de voir qu'au niveau de la RDC, on ne pouvait pas donner des chiffres ou bien dire les activités qui ont été faites avec l'argent qui avait été donné. Donc c'est quand même gênant. Et heureusement qu'on était quand même fiers d'être là parce qu'on a pu présenter l'application Landela faite par une société civile. Donc ça a appuyé le pays et ça a donné quand même une bonne visibilité. On espère qu'il y aura une appropriation de la part du gouvernement. On espère. C'est une solution majeure par rapport au suivi. C'est une solution. Oui, c'est réellement une solution. Et maintenant, il faut que les partenaires puissent se l'approprier, accepter qu'on puisse installer à tous les niveaux, au niveau de ceux qui commandent les médicaments. Et ça va les alléger aussi, on ne va plus les pointer du doigt. Hein, parce que maintenant, lorsque nous, on a un médicament périmé, on pointe du doigt ceux qui commandent les médicaments. Et ça sera clair. Et ça va être clair. Donc, je sais que c'est tout un
il y aurait de problème. Il y aurait de problème parce qu'il y a une mafia, il faut le dire. Hein. Il y a une mafia derrière. C'est devenu un commerce aussi. C'est devenu un commerce. Hein. C'est une mafia qui est derrière. Et on voit plein d'activités, plein d'argent. On nous parle de perdu de vue. On sort des millions pour des perdus de vue, mais sortez les millions pour acheter des médicaments pour que les enfants puissent avoir le traitement. Ce n'est pas normal qu'on entend le budget qui vient en RDC par rapport au Fonds mondial et que pour avoir, par exemple, accès, c'est ça les difficultés aussi, hein, avoir accès au Fonds mondial, c'est la croix à la bannière. On ne peut pas faire la lutte avec des barrières. On doit faire la lutte avec les concernés. On doit pouvoir dire, on a échoué, comment on peut faire alors pour demain changer la donne? Est-ce que, parce qu'on ne peut pas rester dans nos bureaux, hein. Nous, on est rarement au bureau. On va sur le terrain. Lorsqu'un enfant me dit que je n'ai pas le traitement, je ne le crois pas sur parole. Parce qu'il veut la vie. Je vérifie dans le centre là où il est suivi. Je pose des questions. Parfois, les médecins ont peur de donner des bonnes réponses. Ils vous disent, non, on a des médicaments, mais au fait, vous voyez, le problème n'est pas là. Après, ils envoient des SMS aux enfants pour les menacer. Pourquoi vous avez dit? Pourquoi vous avez dit? Et je me rappelle, il y a eu une réunion, une des mamans, la secrétaire générale avait assisté pour dire, nous, on est partis dans un coin de la République. Mais quand c'est dénoncé, quelles sont les mesures qui suivent? Maintenant, nous avons pris carrément un cabinet d'avocats qui a accepté, lorsque nous sommes menacés, on porte plainte, et comme ça, les médecins seront suivis, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des ONG viennent ici et imposent leurs lois. Non, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un programme national de lutte contre le sida. Comment les ONG internationales arrivent ici à Kinshasa et proposent leur programme à eux, et on oublie nos programmes à nous? Parce que vous leur avez laissé faire, parce que le gouvernement ne suit pas, parce que ceux qui sont censés aussi accompagner le gouvernement à l'interne ne font pas leur travail. Et les victimes, c'est la population. C'est comme ça que nous, on crie. Et nous avons déposé un mémo auprès de la première dame pour donner au chef de l'État concernant ce problème des médicaments périmés et ces médicaments qui sont en général, il y a toujours plein de ruptures. Et pour nous, c'est pas normal. On joue avec la santé des gens. Ça, c'est pas normal. C'est bien bon aujourd'hui de parler de la prise en charge, mais vous aviez dit que vous étiez aussi dans la sensibilisation. Oui. C'est-à-dire que travailler aussi en amont sur la prévention, c'est encore mieux. Exact. Qu'est-ce que vous faites justement dans la prévention, Madame Micheline? Est-ce que vous discutez avec les femmes pour leur dire comment se comporter, pour dire aux hommes comment se comporter pour éviter de ne pas se faire contaminer? Ça, c'est un problème. Les chiffres démontrent qu'il y a chaque fois hausse en République démocratique du Congo. Exactement. Chaque année. Oui, on a commencé en décembre. Quelques sensibilisations. On est accompagné de l'ONU-SIDA. On a tout un calendrier qui fera qu'on passera dans chaque quartier, si possible, de sensibiliser toute la population, de faire comprendre à la population que le dépistage est très important. Parce qu'il faut connaître son état sérologique. À partir de là, savoir comment se comporter. Parce que beaucoup de gens l'ignorent et s'amusent. On a par jour, à Kinshasa seulement, on a quoi, 33 40 contaminations par jour sur Kinshasa. C'est beaucoup. Vous voyez l'inconscience. Multiplié par 365. C'est énorme. Alors, essayez d'imaginer ce que ça donne. Et sans sensibilisation, c'est difficile de diminuer le... Et le VIH se féminise dans le monde. Est-ce que c'est le cas pour les enfants Non, aussi? simplement, le VIH, au départ, il y avait vraiment le visage féminin, hein, comme j'aime le dire. Maintenant, il a le visage des enfants. Et parmi ces enfants, entre le garçon et la fille, qui est le plus contaminé? La fille. On n'a jamais su pourquoi. Bon, peut-être parce que les femmes sont... Elle est plus exposée. Sont majoritaires aussi. Ils sont majoritaires, même dans les orphelins. Oui. On a plus des filles qui sont concernées par le VIH que les garçons. On a des cas aussi, des jumeaux, où le premier qui est sorti a eu le VIH et pas l'autre. Le deuxième, c'est un garçon. Oui. Et la fille a été contaminée parce qu'elle était la première à être sortie et les parents n'étaient pas au courant. Les médecins ont dit quoi? Comment ils ont expliqué et ça date depuis des années aussi, hein, parce qu'on a, parmi nos orphelins, on a une jeune fille elle est jumelle, mais elle est concernée, mais pas sa sœur. Donc ça veut dire que la maman n'avait pas suivi le traitement. Donc la première personne qui est sortie, ça il faut vraiment... c'est des trucs parfois on ne comprend pas. On dit une chance... Elle a eu sa chance. Elle a eu sa chance. Mais pour les chrétiens, ils vont dire que c'est une grâce. C'est une grâce. Oui. C'est une grâce. Mais c'est un réel problème. Un réel problème. On doit vraiment
et c'est l'avantage que nous avons aujourd'hui parce qu'on a les médias qui nous suivent et qui nous accompagnent. Parce que dans la prévention, comme vous avez posé la question tout à l'heure, on a besoin des médias. Parce que vous savez, les médecins, et c'est une remarque que je fais tout le temps aux médecins, ils font des réunions entre eux. Mais qui est au courant de ce qui s'est dit? Qui est au courant des nouvelles avancées? Oui, qui est au courant de nouveaux molécules qu'il y a sur le marché? En Europe, il y a plus de 20 molécules. Ici, on a encore 3 lignes, 4 lignes, on ne sait pas. Et des médicaments qui sont sortis en Europe qu'on n'utilise plus. C'est maintenant qu'on utilise ça en Ici, RDC. en RDC. Donc, il y a un problème au niveau des formations. Très sérieux. Il y a des problèmes au niveau des renforcements de capacités. Il y a un problème au niveau de la prise en charge. Et on doit toujours en parler et matraquer dessus. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on trouve des bonnes solutions. Alors, surtout qu'il y a un problème aussi que le Congolais doit savoir. C'est pas parce qu'on est malade, enfin on est atteint, qu'on ne peut pas faire des enfants. Tout ça fait partie de la sensibilisation. On peut avoir des enfants qui ne seront pas contaminés en suivant un traitement. Vivre avec le VIH-Sida, c'est en fait le VIH. Vous aviez fait une mise au point au début de l'émission. On peut avoir le VIH sans avoir le SIDA, n'est-ce pas? C'est une fatalité? Non. Aujourd'hui, avec les avancées de la science, on peut vieillir avec les VIH. On a un couple d'orphelins. Enfin, on a des orphelins qui se sont mariés. Au moment où on vous parle, ils ont eu un bébé. Magnifique. Un très beau bébé. Les deux sont qui n'est pas atteint. Pas du tout. Qui n'est pas atteint. Ils sont bien suivis. Ils ont un virus indétectable. Ils sont tous bons portants. Ils sont bien portants. Mais ce n'est pas l'impression qu'on a dans la société. Vous parlez... mais parce qu'on en parle pas. Vous parlez à votre aise parce que vous avez une autre réalité, mesdames. Parce qu'on les a approchés. On les a approchés et on voit l'évolution et on voit comment ces enfants, en essayant de se battre avec eux, se sentent à l'aise aujourd'hui. Ils arrivent à parler, ils osent parler, chose qu'ils ne faisaient pas avant. On a un orphelin qui a déménagé 7 fois de quartier en quartier, parce qu'à chaque fois qu'on apprenait qu'il était atteint, tout le monde le rejetait. Oui, aujourd'hui, il est fier et il se dit, je ne déménage plus, c'est bon, j'ai assez déménagé. La plus grande lutte aussi, c'est l'acceptation par soi-même. Exactement. Est-ce que vous avez des cas où les gens n'acceptent pas, ils se disent, moi je vais mourir, je ne prends pas les médicaments? On a des cas. On a des cas. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai dû engueuler une qui m'a appelé parce qu'elle nous a suivis à la télévision, parce qu'elle est venue dans plusieurs formations. Elle m'a appelé pour dire qu'elle en avait marre, mais je l'ai bien remise à sa place. Et je lui ai dit que non, en fait, tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi-même d'abord. J'ai dit, tu sais, quand tu vas mourir, on va venir au deuil, on va pleurer, on ne va pas couper les cheveux. Pendant le deuil, il y aura tes amis qui vont commencer à rigoler aussi. Et quelque temps après, on va oublier. Donc, regarde d'abord qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie. Fais une formation. Tu es une personne, tu parles très bien français. Donc, c'est-à-dire que tu es quelque part intelligente. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut être positive. Il faut se dire, j'aimerais être telle personne. Et tu vas le devenir. C'est question de volonté. J'ai dit, est-ce que tu prends ton traitement comme il le faut? Elle dit non. J'ai dit, moi, je ne peux pas travailler avec toi au niveau de l'association si tu ne prends pas ton traitement. Donc il faut toujours revenir vers elle pour leur montrer le plus important, c'est d'abord d'assumer. Et si tu n'assumes pas, on ne peut pas t'aider. À un moment donné, les enfants se cachaient. Maintenant, ils sont prêts. Nous avons une conférence, certains m'ont dit « Ah, maman, moi, ça ne me dérangerait pas de témoigner. » Et Dieu, non, moi, ça ne me dérange pas, maintenant, ça suffit. Si les amis veulent s'éloigner de moi, c'est leur problème. Et donc, ce n'est pas la santé, ce n'est pas le VIH qu'on doit... ce n'est pas ceux qui sont concernés qu'on doit rejeter. C'est le VIH pour lequel nous nous battons. Oui. Donc, on ne peut pas refuser de fréquenter une personne par rapport à son état sérologique. Je suivais à la radio une émission où des témoignages, des gens qui vivent avec le VIH-Sida, un homme qui dit qu'il a épousé, je crois, une femme qui vit avec le VIH-Sida. Tout de suite, la réaction à côté de moi, mais non, il faut avoir un grand cœur pour accepter ça. Non, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, même au niveau des adultes. Je connais un couple, le monsieur, je parle très bien avec. Lui, il est séropo, mais pas sa femme. Ils se sont mariés comme ça, ils ont 5 enfants maintenant. 5 enfants? Oui, et qui sont bien portants. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le problème, c'est l'information. C'est l'information. C'est l'information. La formation, oui. C'est ce qui nous manque ici dans notre pays. Exactement. J'espère que l'Andela va pouvoir répondre justement à toutes ces préoccupations et justement avec les actions que vous êtes en train de mener. Mais le champ est quand même vaste. Ne pensez-vous pas associer d'autres structures pour que le message soit bien relayé? Bien sûr, c'est ça le but. On ne peut pas travailler toute seule. Un soldat ne peut pas laver tout un visage. C'est comme ça que je vous disais, vous aviez combien de bras? Beaucoup.
Vous savez, dans les provinces, par exemple, ce n'est pas nous. Hein. Dans les provinces, on est représenté aujourd'hui à Lubumbashi, à Mbujimayi, à Goma, à Kisangani, où nous allons partir cette année encore, dans l'Ituri, dans le Massissi, dans le Bas-Congo. C'est les gens qui vivent là-bas qui nous ont appelés pour dire « Nous allons travailler ensemble avec vous et on va installer la main sur le cœur ici ». Et les ONG locales qui sont là, qui acceptent aussi de travailler avec nous. Je crois que la main sur le cœur n'appartient pas aux mamans que nous sommes, mais ça appartient aux orphelins vivant avec le VIH. Satisfaction de votre part avec cette appropriation? Oui. Oui. Selon vous, quelle est la province la plus affectée ou infectée? Non, si je le dis, c'est une catastrophe. Mieux vaut ne pas dire. C'est Kinshasa? Mieux vaut ne pas dire. Ah bon? Mieux vaut ne pas dire. Bon. Avant, on nous disait que c'était l'Est de la RDC. Mieux vaut ne pas les dire. Vous êtes expert, vous avez les données. On espère que vous, dans votre lutte, vous savez comment vous y prendre. Vous organisez bientôt une conférence et puis une soirée des galas. Oui. Dites-nous de quoi il sera exactement question. On a voulu organiser la première conférence sur le VIH pédiatrique en RDC et le traitement. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on fait les dîners de gala, les gens sont dans l'ambiance de la fête, au fait. Et on fait les levées de fonds, c'est très bien. Mais après, il n'y a pas l'information qui a réellement circulé. Donc on s'est dit, cette fois-ci, on va faire différemment. On va organiser d'abord une conférence. Et avec l'accord, avec le soutien de la Première Dame, elle a dit, OK, je vais participer, je vais être là. C'est important de parler de cela. Donc il y a des sous-thèmes. On parlait de la sexualité, le traitement, les services pédiatriques. Et puis il y a des personnes qui vont intervenir qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui vont parler du développement personnel. Il y a une autre dame qui, elle, va parler de l'entrepreneuriat. Comment susciter, au fait, ces enfants, parce que le sous-thème, c'était quel avenir pour les personnes, enfants vivant avec le VIH. Donc, ils ont un avenir, il faut en parler, il faut susciter chez ces enfants l'envie d'aller plus loin. Et qui ont accès à cette conférence? Les invités. Donc, nous avons donné des invitations parce que sinon, ça va être compliqué. On a déjà plus de 150 enfants vivant avec le VIH qui, eux, d'office, parce que c'est quand même la journée mondiale des orphelins du sida. Et puis, on a invité les médecins, les médias, les institutions, les autres ONG aussi. Et on espère qu'ils seront là, mais c'est sur invitation pour éviter, surtout qu'on a la Première Dame, les gens se disent « Waouh !» Donc on peut venir, c'est une belle occasion. Non. Non, c'est comme ça, au moins, ça serait bien organisé. Et puis on va les médias vont relayer l'information, oui, c'est très important. Les églises aussi, les églises aussi. Et les écoles, aussi sont représentées. Les représentants, okay. Oui. Madame Micheline, la soirée des galas cette fois-ci, les fonds seront récoltés pour quelle finalité? La soirée de gala du 10 mai, c'est le 10 mai, la soirée de gala, ça sera pour réhabiliter Kisangani. On a un sérieux problème à Kisangani. On a des bâtiments en ruine où vraiment on ne peut pas suivre un traitement dans ces bâtiments. Okay. Et on a décidé d'aller sur Kisangani parce qu'on ne peut pas rester que sur Kinshasa. C'est vrai qu'à Kinshasa, on n'a pas terminé parce qu'on a promis au campus d'y aller. On a eu à rafraîchir la salle pédiatrique de dialyse et chimiothérapie. On leur a mis la télé encore une fois, les splits, vraiment être dans des bonnes conditions. Mais là, on va sur Kisangani et revenir sur Kinshasa par après. Parce que Goma, qui est dans le programme aussi, refuse de faire la soirée de gala à Kinshasa. Ils se prennent en charge. Ils ont décidé d'organiser la soirée de gala chez eux à Goma et de récolter les fonds. Avec votre bénédiction, bien sûr. On sera de la partie. OK. Mais organisé à Goma, sur place, récolter sur place pour réhabiliter. C'est tout à fait logique. Exact. Oui. Une prise en charge. Exactement. Bon, il faut dire qu'à Kisangani aussi, les temps ne permettent pas de faire parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont beaucoup de problèmes. Et Goma est quand même un peu plus libre par rapport à ça pour organiser. Mais on va essayer de faire en sorte que le Lubumbashi se prenne en charge aussi et le Bas-Congo, un peu toutes les provinces. C'est l'idéal. Cette émission est finie. En une minute, un mot. Il y a beaucoup à dire sur cette prise en charge des enfants orphelins, mais en un mot, si vous faites lancer un message, qu'est-ce que vous direz, Madame Nimbwe? Soutenons les orphelins vivant avec le VIH. $1, $5, $100, la main sur le cœur. C'est avec le cœur qu'on donne. Je rajouterai que les billets sont en vente à $100, mais ce n'est pas $100 de la soirée. Une partie va dans la caisse et l'autre partie, c'est pour vous satisfaire. Venez nombreux, nous vous attendons parce que c'est très important d'aider ces enfants qui ont besoin de vous.
tout le monde ait la main sur le cœur et je pense qu'on ira de l'avant. La main sur le cœur, c'est cet élan de solidarité lancé par des femmes qui aujourd'hui a duré pendant dans notre société parce que les résultats sont palpables, même si ce n'est pas encore satisfaisant, mais du moins, il y a déjà un grand pas qui a été fait sur le terrain. Madame, Messieurs, il y a beaucoup à dire sur cette prise en charge des enfants vivant avec le VIH, mais du moins, vous avez eu l'information. N'hésitez pas d'avoir la formation pour que dans les jours à venir, on soit un pays où les taux de personnes vivant avec VIH peut baisser et c'est possible grâce justement à l'implication de tous. Madame, Messieurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Je rappelle qu'on a sur ce plateau reçu Madame Dani Nyemboué, à côté d'elle Madame Moudiaye Micheline. Toutes deux sont de l'ASBEL, la main sur le cœur. À très bientôt. Naza.